Pour ma semaine politique, j'aimerais commencer par Farabougou. C'est le nom d'une petite localité située dans la région de Ségou. Et on vient d'assister dans cette région à la première négociation, aux premières négociations officielles avec les djihadistes validées par l'État. Et c'était important d'en parler. Résumons l'affaire. De début octobre, les djihadistes prennent le contrôle de la localité, empêchent la principale entrée de ce bourg, je dirais, et gros problème, personne. Les Nations Unies ont largué des vivres, Barkhane a largué des vivres, l'armée malienne s'est rendue sur place, mais le blocus était toujours maintenu. Le Haut Conseil islamique du Mali décide de rentrer en action avec la bénédiction du gouvernement, notamment du ministère de la Réconciliation nationale qui a fait un communiqué. On réunit tout le monde, djihadistes, chassés traditionnels, personnes influentes de la zone. Ça s'est passé à Nyono, et voilà, ils ont levé le blocus. Et fait très important, pour la première fois, les autochtones ont pu enterrer leurs morts qui étaient entre Farabougou et Dogofri, deux localités. Et justement, 12 personnes qui avaient été tuées début octobre, et dans une embuscade, on a pu enterrer leurs restes. On a pu faire le deuil. Et ce qui était frappant, c'est qu'au moment où les autochtones allaient chercher les corps, les djihadistes sont venus, d'après mes informations, dans 2 pick-up, avec armés, mais pas pour tirer, mais pour leur dire, il y a un 13e corps. Et pourquoi les autres ne sortent pas? On vous a dit de sortir parce que nous avons trouvé un accord. C'est très important de le souligner, de voir le mode de règlement de nos conflits, des conflits dans des localités. Des djihadistes, officiellement, l'État a validé cela. Ça va probablement dans la droite ligne de ce que souhaitait le dialogue national inclusif. Il y a d'autres petits Farabougou, notamment au centre du Mali. Est-ce qu'il faut continuer par cette voie pour arriver à la paix? Le débat est ouvert, mais il fallait insister là-dessus. Maintenant, Farabougou est toujours difficile pour les gens, puisque le principal pont a été dynamité. Les paysans n'ont pas eu le courage d'aller cultiver à cause des problèmes d'insécurité. Il faut donc aider ces villages-là. Mais je tenais à insister là-dessus, sur cette semaine politique, un mode de règlement local, localisé, une dynamique locale de règlement des conflits. Farabougou. Le deuxième sujet que je vous propose, c'est de parler du 26 mars, 30 ans après la Révolution. Que sont devenus les révolutionnaires? Qu'est devenue la Révolution? Je pense que fondamentalement, tout le monde est d'accord. Le 26 mars a permis le multipartisme, plus de 200 partis politiques, la liberté d'expression, plus de 400 radios libres, etc. Mais le véritable problème, parce qu'il est dangereux de prendre comme unique pièce à conviction l'histoire narrée par les seules personnes qui l'ont vécue, le véritable problème du 26 mars, c'est que le 26 mars n'a pas créé une véritable conscience nationale, une nouvelle conscience nationale. Conscience à C majuscule, conscience nationale. Ce qu'on a reproché à l'ancien régime, on l'a revu. Donc ça a posé problème. Mais le 26 mars a créé des personnages politiques et non une véritable conscience nationale. Maintenant, il faut tirer les leçons. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne fait jamais, dans l'histoire de l'humanité, moi qui aime les références, 2 révolutions en 30 ans par les mêmes acteurs. Est-ce que ça veut dire qu'il faut ranger au musée les acteurs du 26 mars? Je n'irai pas jusque-là, mais je pense qu'il faut renouveler cette classe politique, où il faut refaire le point de 30 ans après, pour pouvoir partir sur de nouvelles bases. Avant-dernier sujet, c'est la transhumance politique. J'ai appris de bonnes sources qu'à Gao, principale ville du nord du Mali, le RPM, un parti lourd, Rassemblement pour le Mali, que la plupart des cadres du RPM ont démissionné de la section locale, sans dire oui, ils s'en vont pour le moment. Ça sent la transhumance. C'est-à-dire qu'on a vu ça avec d'autres partis politiques. Dès que le parti politique, le parti qui est au pouvoir, n'est plus au pouvoir, certains cadres cherchent à migrer ailleurs, à les grossir, les rendre d'autres partis ou d'autres mouvements politiques. D'ailleurs, rien n'est précisé encore. La loi doit pouvoir sanctionner cela, parce que si vous êtes des élus RPM et que vous voulez vous déplacer pour aller dans un autre marigot politique, il faut d'abord que vous soyez dépouillés de vos attributs du RPM. Vous ne pouvez pas être RPM aujourd'hui parce que c'est beau, parce que l'eau est fraîche au RPM, et aller de l'autre côté parce que l'air est plus fraîche. Ce n'est pas normal, il ne faut pas accepter peut-être cela. Les lois de la République doivent pouvoir interdire cette transhumance politique. Et pour terminer, un clin d'œil à un couple, l'ex-couple présidentiel. Adamba Konaré, elle s'est exprimée cette semaine. Ce sont des gens c'est un couple qui parle rarement.
Ce qu'elle dit est très important sur le devenir de la femme, sur la lutte de l'émancipation des femmes maliennes, les femmes africaines, c'était très important. Et je l'ai terminé par son époux, Alpha Omar Konaré, qui depuis la première fois, depuis qu'il a quitté le pouvoir en 2002, a pris la parole récemment à Dakar, à l'occasion de l'anniversaire de Macta Mbo, l'ancien patron de l'UNESCO, homme politique respecté, il fêtait ses 100 ans. Alpha Omar Konaré a pris la parole, donc la première fois. Je vous invite à lire, à visiter ce qu'il a dit, c'est très intéressant. Il parle de la liberté, il parle de l'homme, mais en parlant de Macta Mbo, de la liberté, de ce qu'il a fait, de la démocratie. Peut-être qu'il s'adresse en fait au Mali et que c'est sa manière à lui, Alpha Omar Konaré, de revenir dans le jeu politique malien. À la semaine prochaine.